Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakil. Bienvenue dans cette série et très bonne année 2025, qu'elle vous apporte de la joie, du bonheur et des légumes confits à l'ail et au citron. L'épisode que vous allez entendre aujourd'hui est un peu différent d'habitude. Il est extrait du Festival des idées Chaleur Humaine qui s'est tenu le 14 décembre 2024 au Théâtre de la Ville à Paris. Ce jour-là, j'y ai reçu 10 invités qui étaient déjà venus dans Chaleur Humaine et je leur ai d'abord parlé de ma passion pour la guerre des étoiles parce qu'en ce moment, j'ai souvent l'impression que le côté obscur de la force est en train de l'emporter contre la transition climatique. Du coup, j'ai demandé à chaque invité de nous donner une bonne idée pour 2025 pour démarrer du bon pied pour le climat et la biodiversité. Vous allez entendre maintenant l'une de ces idées et j'espère qu'elle pourra vous inspirer. Voici donc le 10e et dernier épisode de cette série d'hiver. Si vous en êtes là, félicitations, c'était un long chemin et j'espère qu'il permet de commencer l'année en se creusant collectivement les méninges. Dans cette conversation, je discute avec la sociologue Dominique Méda qui depuis longtemps réfléchit à comment faire pour sortir de la logique économique actuelle d'une manière qui soit réaliste et compréhensible. Bonne écoute. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'avec tout ce qu'on a déjà entendu là, on a une bonne base pour avancer quand même. C'est pas mal. Mais moi, il me semble qu'il manque encore quelque chose. Et ça a déjà été un peu abordé par Julia Faure et Anaïs Voigilis. Si on veut bâtir une économie plus juste et qui respecte le vivant, il faut peut-être qu'on pousse le curseur un poil plus loin. Ça, c'est ce que répète souvent la sociologue Dominique Méda. Quand je l'ai invitée dans Chaleur Humaine, elle venait d'abord pour parler du travail. Je voulais comprendre si la transition écologique, ça allait créer des emplois ou en supprimer. Et elle m'avait répondu, en fait, c'est un peu les deux, mais ce qui compte, c'est comment on le fait. Merci, maître Yoda. Mais surtout, elle a été un peu plus claire. Elle m'a dit, en fait, ça suffira pas. Autrement dit, on peut pas se dire, regardez, on crée des emplois verts, ils vont prendre la place des emplois gris, hop, 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 voilà le monde décarboné, c'est aussi bon qu'une shakshuka au poivron. Ça va pas marcher. Ça ne marchera que si on change notre manière de regarder notre économie. Si on arrête de considérer que vendre de l'essence ou couler du béton, ça vaut plus que de réparer les chaussures de Philippe Biwix. Ce que propose Dominique Méda, c'est qu'on se dote de nouvelles lunettes. Non, pas des lunettes connectées, pas des lunettes 3D, non, juste des lunettes qui ne regardent pas que le PIB. Bonjour Dominique Méda. Bonjour. Alors, quand on a appelé Dominique Méda pour participer au Festival des idées Chaleur Humaine, on lui a dit qu'il faut venir avec une idée un peu concrète, un truc vraiment qu'on comprend, qu'on peut mettre en œuvre. Elle a dit, oui, je pense qu'il faut de nouveaux indicateurs de richesse. Alors, je lui ai dit, d'accord, mais en fait, c'est quoi ? Ça, c'est méchant de commencer comme ça. Bon, en plus, c'est quelque chose sur quoi je travaille depuis très très longtemps. Alors, qu'est-ce que sont les nouveaux indicateurs de richesse ? Ce sont des indicateurs qui vont essayer de mettre de côté la domination du produit intérieur brut. On est des sociétés qui sont fondées sur la croissance. On veut toujours plus de croissance. Il y a un fétichisme de la croissance. Et on se dit, le progrès pour nos sociétés, c'est des points ou même des dixièmes de points de PIB en plus. Alors, moi, j'avais écrit en 1999, ça ne nous rajeunit pas, un livre qui s'appelait « Qu'est-ce que la richesse ?» Et ce que j'essaie de montrer, c'est que le produit intérieur brut, il donne absolument pas une bonne idée de ce qu'est la richesse d'une société. Il oublie plein de choses. Il oublie les activités domestiques, bénévoles, familiales. Il regarde pas la manière dont les revenus sont distribués dans les sociétés. Et surtout, il oublie complètement le patrimoine naturel. C'est-à-dire, on peut avoir une augmentation des valeurs ajoutées. Les profs de SES qui sont dans la salle le savent. Énorme, absolument, j'en ai vu tout à l'heure. Et normalement, ils doivent apprendre cela à leurs étudiants, mais je suis pas sûre que les programmes n'aient pas tellement changé qu'ils n'apprennent plus ça. Mais donc, le produit intérieur brut, la somme des valeurs ajoutées, elle ne s'intéresse jamais à l'évolution d'autres réalités. Et donc, nous, ce qu'on propose avec mes collègues, j'ai beaucoup travaillé avec Florence Janicatrice, Jean Gadret, c'est de braquer le projecteur sur des réalités hyper importantes pour l'inscription dans la durée de nos sociétés. L'empreinte carbone. Alors vous allez me dire, mais c'est pas toutes les limites planétaires. Oui, mais ça fait rien. Déjà, on prend l'empreinte carbone, et l'empreinte carbone, c'est un indicateur qui est
très intéressant parce que on peut calculer votre empreinte carbone, l'empreinte carbone de cette salle, l'empreinte carbone des entreprises, celle de la France, celle du monde. Et donc, c'est vraiment un indicateur très intéressant. Et on propose aussi de regarder l'indice de santé sociale. C'est un indicateur que ma collègue Florence Janicatrice a construit. C'est un indicateur de cohésion sociale. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est, d'accord, je regarde l'augmentation de mon produit intérieur brut, il ne s'agit pas de le jeter à la poubelle, mais j'ensère mon produit intérieur brut dans 2 autres indicateurs. Je l'enferme en quelque sorte dans les limites planétaires, l'empreinte carbone, et je l'enferme aussi dans l'indice de santé sociale, c'est-à-dire que je regarde comment la réorientation de ma production, elle va se faire en respectant une forme de cohésion sociale. Et comment le fait d'avoir un indicateur nouveau, en fait, ça peut avoir un impact? Qu'est-ce que ça change de changer de regard, de changer de méthode, de manière de compter? Alors, c'est hyper important. Un indicateur, c'est une vision du monde. Et c'est la raison pour laquelle, depuis une vingtaine d'années, il y a une sourde lutte entre les institutions internationales pour trouver l'indicateur qui remplacera ou qui complétera le produit intérieur brut. La Banque mondiale a essayé, l'OCDE a essayé, tout le monde essaye parce que c'est la nouvelle vision du monde qui s'imposera et qui du coup orientera les comportements à la fois des entreprises, des politiques publiques et des individus. Donc c'est super important. Il y a eu en 2008 une commission qui s'est réunie qui était censée trouver le grand indicateur, le nouvel indicateur de remplacement, hein. C'est la commission Science-Stiglitz-Fitoussi. Elle a un peu accouché d'une souris. Après, je ne sais pas si vous le savez, Nabil, mais en 2015, il y a eu une loi votée à l'unanimité, une loi sur les nouveaux indicateurs de richesse. Donc nous, on était super contents. En fait, ça a un petit peu aussi accouché d'une souris parce qu'on a sorti un tableau de 10 indicateurs qui allaient dans des sens un peu différents. Et puis surtout, personne ne l'a utilisé. Et ce qui était intéressant dans ce dispositif, l'idée, c'était qu'on allait regarder au moment où on allait débattre de la loi de finances, en octobre, on allait en même temps regarder l'évolution de quelques grands autres indicateurs physiques et sociaux pour voir comment on s'orientait. On aurait eu un débat citoyen là-dessus et on aurait pu réorienter les choses. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Mais est-ce qu'à l'inverse, il y a des exemples d'endroits dans lesquels on commence à réfléchir avec des indicateurs qui sont un peu différents que le PIB, où on se met un peu des contraintes, des règles pour essayer justement de changer notre regard et pas simplement de regarder nos activités au prisme de produire toujours plus? Mais bien sûr. Alors d'abord, ça fait longtemps qu'un certain nombre d'entreprises font de la responsabilité sociale et donc elles se sont dotées d'indicateurs. Par exemple, certaines utilisent les ODD, les objectifs de développement durable, qui disent des choses à la fois sur le physique et le social, je dirais. Et puis récemment, il y a eu la CSRD. J'avais parié, mes camarades avaient parié que j'oserais pas le dire. Donc la CSRD, c'est une directive européenne qui a été adoptée en 2022 et qui oblige les entreprises à faire un rapport de gestion dans lequel elles vont être obligées de montrer, ça les contraint pas, hein, ça contraint pas leur comportement, mais les entreprises vont être obligées de montrer d'abord quel est leur impact sur leur environnement physique, environnement social, leurs fournisseurs, leurs clients, leurs propres salariés. Et donc, elles vont être obligées d'expliquer tous ces impacts-là et comment elles essayent de les réduire quand ils sont pas bons. Et donc, c'est censé guider les investisseurs pour que les investisseurs orientent les financements vers les entreprises qui sont, comme ont dit mes camarades précédemment, vertueuses. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, justement, être vertueux, c'est pas forcément ça qui fait qu'on oriente les investissements. Ce qui fait qu'on oriente les investissements d'un côté ou d'un autre, on l'a dit depuis le début de cet après-midi, c'est plutôt la recherche du profit maximal et il est plutôt du côté des énergies fossiles, de l'agro-industrie, des cimentiers. On est plutôt de ce côté-là, plutôt que de dire, ah, regardez, vous avez respecté l'indicateur CSRD, le paragraphe 63 alinéa 12, et donc c'est super, vous allez devenir une entreprise vertueuse, et donc les financements vont aller là-bas. Est-ce que il y a des raisons de penser que ça peut quand même marcher d'avoir ces nouveaux indicateurs pour inciter à des modes de production plus sobres? Bon, alors c'était le nouvel espoir avec la musique, etc. Le problème, c'est que moi, j'avais placé pas mal d'espoir dans ces dispositifs-là, et notamment dans le fait que l'Europe prenne les choses en main, hein. C'est très important qu'on ait un dispositif à l'échelle de l'Union européenne et que ce dispositif s'applique non seulement aux entreprises européennes, mais aussi aux entreprises qui viennent commercer, nous vendre leurs produits sur le territoire européen, donc les entreprises étrangères.
Donc j'étais assez heureuse de ça. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'il y a la remise en cause du Green Deal, du Pacte vert, et il y a la remise en cause sous prétexte de lourdeur administrative pour les entreprises. Grosse remise en cause de la CSRD en ce moment. Donc, il faut vraiment se battre pour que ces normes, à la fois environnementales et sociales, perdurent et s'imposent d'une certaine façon. Et puis, par ailleurs, il y a quand même des entreprises qui font d'elles-mêmes des efforts et qui ont envie de s'engager. Par exemple. Eh ben, par exemple, moi, je travaille un peu avec la Convention des entreprises pour le climat. C'est vraiment un mouvement très intéressant. Je les ai connus il y a quelques années. Il y a aujourd'hui 1200 entreprises. Ce sont leurs dirigeants qui s'impliquent, qui sont donc engagés à travailler ensemble, à faire des feuilles de route et à passer de ce qu'ils appellent d'une économie extractive à une économie régénérative. Et ça va très très loin. Je pense à une entreprise que j'ai vue présenter sa feuille de route, Serfim. C'est une entreprise de 2700 personnes. C'est une entreprise familiale. Je pense que c'est assez important. Une entreprise familiale qui est dans l'Ouest. Et alors, ils font des efforts absolument démesurés pour mesurer leur impact, empreinte carbone par exemple, mais aussi améliorer les conditions de travail de leurs salariés, faire en sorte que leurs fournisseurs et leurs clients fassent les mêmes efforts. Et donc, ils se sont dotés eux-mêmes tout seuls d'indicateurs qu'ils essayent de respecter et ils se montrent leur feuille de route, ils se voient de temps en temps pour se redonner du moral et ils avancent. Et ça, je trouve ça c'est réconfortant. Et alors, si on veut aller dans cette direction-là en 2025, que ces nouveaux indicateurs puissent non seulement exister, mais nous permettre de changer les choses, comment on fait? C'est quoi les prochaines étapes? Alors moi, il me semble tout simplement qu'il faut qu'on fasse ce que disait cette fameuse loi. Hein. Elle est toujours en vigueur, cette loi de 2015 sur les nouveaux indicateurs de richesse. Donc, selon moi, il faut adopter par exemple, pour l'instant, 2 nouveaux indicateurs de richesse, empreinte carbone, indice de santé sociale. Il faut les transformer, parce que vous avez raison, un indicateur, c'est pas ça qui va tout changer. Il faut les transformer en objectifs, c'est-à-dire, voilà, on est là cette année, l'an prochain, il faudra diminuer de temps. Et tout ça doit se décliner sur les régions, sur les services publics, sur les entreprises. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut en effet que le débat se passe au Parlement, quand il voudra bien s'emparer de cette question. Et puis, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un plan. Il nous faut un plan. Et la chance extraordinaire qu'on a, c'est que notre Premier ministre, il était haut commissaire au plan. Et donc, normalement, il devrait arriver avec ces idées-là. Merci Dominique Méda d'être revenu. Je signale votre livre à paraître, Une société désirable, prendre soin du monde, c'est chez Flammarion. Ce que je trouve intéressant dans cette conversation, c'est que ces nouveaux indicateurs dont parle Dominique Méda, c'est pas juste un truc théorique. On peut utiliser des outils qui existent déjà, même s'ils sont imparfaits. C'est une première étape de commencer à les développer, les populariser. Dans une entreprise, par exemple, c'est possible de regarder d'autres indicateurs que seulement la croissance et de commencer à les prendre en compte, ces nouveaux indicateurs. Évidemment, au début, c'est minoritaire, tant que ça ne sera pas obligatoire. Mais c'est intéressant de voir que les salariés aussi peuvent s'en emparer, en portant cette manière de regarder, par exemple, dans les conseils d'administration, quand ils y ont des représentants. On pourrait y voir là aussi une sorte de co-bénéfice avec plus de démocratie dans l'entreprise. Demander à nos élus, que ce soit en politique comme dans les entreprises, de prendre en compte les limites planétaires et le bien-être, voilà qui peut être une chouette bonne résolution pour 2025. Merci infiniment d'avoir écouté ce 10e extrait du premier Festival des idées Chaleur humaine qui s'est tenu à Paris en décembre, au Théâtre de la Ville. À ce stade, j'ai déjà reçu un certain nombre de recettes et je vais essayer d'en faire une super sélection pour une prochaine infolettre Chaleur humaine, mais il faut me laisser le temps de les tester. Ces épisodes ont été produits par Cécile Cazenave et réalisés par Amandine Robillard, qui a également composé la musique originale. Le festival Chaleur humaine a été organisé par une équipe de choc, Adèle Ponticelli, Josépha Lopez, Amandine Robillard, Estelle Lavielle, Johanna Sultan, Kevin Hurtaud et bien sûr Cécile Cazenave. Un immense merci aussi à celles et ceux qui ont rendu tout cela possible, toutes les équipes du Théâtre de la Ville à Paris, la Maïf, mais aussi les inestimables Elisa Bélanger, Thomas Stéphane, Arnaud Aubron, Alexis Delcambre, la compagnie Zygomatic qui joue l'excellent spectacle Climax, le label Mangrove Music et la dessinatrice Morgane Guéry qui a dessiné en direct les propos de nos invités pendant le festival, en plus d'être une chanteuse de talent.
Merci évidemment à nos 10 invités qui ont joué le jeu, aux 1000 personnes qui sont venues assister à ce moment tous ensemble et à la centaine qui nous ont suivis en ligne. Chaleur humaine, c'est un podcast de la rédaction du Monde. C'est aussi une infolettre hebdomadaire dans laquelle je réponds à vos questions tous les mardis et à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Je vous laisse quelques jours pour digérer ces 10 épisodes et la saison 6 reprend très vite son cours normal avec un épisode tous les 15 jours à partir du prochain mardi. Comme toujours, je suis preneur de vos avis et de vos idées, de vos critiques et d'une fournée de cookies à la cacahuète à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Vous pouvez aussi m'écrire par courrier au Monde, 65 avenue Pierre Mendès France, 75 013 Paris. Je prends aussi d'ailleurs les flancs à la fleur d'oranger. Bravo d'être encore là et merci 1 million de fois. J'en profite pour vous souhaiter encore une fois une excellente année 2025. Il est encore possible qu'elle se passe bien. Merci et à bientôt.